Salut Anne-Claire, comment vas-tu? Salut Camille, ça va et toi? Bon écoute, plutôt pas mal. Comme on a commencé un cycle de podcasts sur le thème de comment consommer autrement, je me disais qu'on pourrait peut-être partager à nos auditeurs nos propres pratiques et leur donner des déclics pour changer leurs propres pratiques. Qu'en dis-tu? Ah bah super idée Camille. Alors, ouvre le bal et puis dis-nous tout. Toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour consommer autrement et puis du coup prendre un petit peu soin de notre planète? Alors, je vais te dire des petites choses, je vais pas tout mentionner, mais je fais mes petites actions au quotidien qui sont certes peut-être limitées, mais si tout le monde en faisait un petit peu, je pense qu'on serait... C'est une belle énergie, une voilà. belle énergie. Non, en tout cas, tu as raison, ce sont les petites gouttes d'eau qui forment l'océan. Faisons nos colibris. Voilà, soyons les colibris. Alors, moi, en fait, je vais te parler surtout du côté cuisine, hein, comme c'est un peu ce qui m'anime. Ah bon? Et oui, je suis très souvent dans ma cuisine. Donc, alors, personnellement, quand je mange mes légumes, en fait, j'essaye de rien jeter, de jeter le moins possible. Donc, en fait, par exemple, je vais faire des pestos avec des fans de radis, par exemple. Ou alors, je fais aussi, quand je prends un chou-fleur, mettons, Ouais. je vais couper toutes les feuilles autour, en fait, et après, je vais faire un petit velouté ou une petite soupe. Ça permet, en fait, d'éviter de jeter quand même cette grande quantité de feuilles et de ne pas les perdre, tout simplement. Et c'est très bon, ça a le goût du chou-fleur, et puis voilà, c'est un petit peu écologique. Et c'est nutritif aussi, j'imagine. Oui, c'est ça, il y a tout, enfin, les bienfaits des légumes verts, enfin des légumes, sont également dans les feuilles, donc profitons-en. Alors ensuite, un petit truc aussi que je fais régulièrement, c'est que j'utilise mes épluchures. Donc, Ah, ça c'est intéressant. J'ai J'ai même- hâte d'en savoir plus. j'ai même un livre sur comment cuisiner ces épluchures. Ah, ce serait bien, on mettra en lien alors Oui, exact, tout à fait, très bonne les idée. coordonnées. Donc en fait, j'achète des produits bio. Donc quand j'utilise les épluchures, je fais vraiment attention à prendre des produits bio. Et donc je prends ces fameuses épluchures pour en faire des galettes. Donc en fait, c'est comme une base de légumes finalement, comme si tu prenais des carottes râpées pour faire une galette avec un petit peu de pommes de terre par exemple. Tu prends ces épluchures et ça te fait une base de légumes pour tes recettes. Tu peux aussi les mettre dans un déshydrateur ou si tu n'en as pas, dans un four à basse température. Et puis ça fait des petites chips de légumes en fait. C'est assez sympa. Intéressant. Et puis ça évite de blinder sa poubelle. Donc voilà, c'est toujours intéressant de faire ça. C'est bon, c'est original et ça peut surprendre un petit peu tes convives. Excellente idée. Voilà, alors un autre petit truc que je voulais te partager, Anne-Claire, c'était au niveau de mon lait d'amande. Ah oui, j'adore ça, le lait d'amande, je raconte. Alors, moi, j'utilise pas forcément du lait d'amande acheté, donc j'évite les briques. Bon, des fois, ça dépanne bien, hein, c'est toujours utile, mais j'aime bien le faire moi-même parce que c'est ultra facile, ça prend pas de temps et c'est super bon. Donc, en fait, je prends des amandes que je fais tremper une nuit, je rajoute de l'eau, je mixe et ensuite je passe dans un petit tamis. Enfin, D'accord. comme un petit tissu comme ça, et je presse pour récolter en fait le lait d'amande. Il est tout simplement fait comme ça. Et puis ensuite, ce résidu d'amande concassé, je vais l'utiliser et ça va être ma base de brownie. Et je peux te jurer que ces brownies-là, ils font pas long feu. J'imagine bien. Mais alors, le petit ami, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est plutôt comme les petites passoires qu'on utilise, qu'on peut trouver dans le commerce, ou c'est plutôt comme des tissus? C'est plus un tissu, il faut vraiment que ça soit très fin pour que l'eau puisse passer en fait. D'accord. Et on trouve ça dans On des en magasins? trouve dans les magasins bio, ou même on D'accord. peut utiliser simplement, si on a chez soi un torchon assez fin, ou un mouchoir en tissu, ou un tissu assez fin en fait. C'est simplement, D'accord. il faut que ça soit fin et que l'eau puisse circuler quoi. D'accord. Voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais mon petit compost. Donc je mets mes épluchures, enfin tout ce qui est compostable en fait de côté. Et ça permet d'avoir une bonne petite terre pour le printemps, pour faire pousser ces plantes, ces légumes. Et donc moi je trouve ça chouette de voir un petit peu le tout se décomposer, puis récolter à la fin une superbe terre qui donne envie de se mettre au jardinage. Sinon, je t'ai déjà fait goûter mes petites tisanes, Anne-Claire. Ah oui, délicieuse. Je confirme.
Alors, bien sûr, ça commence à être l'époque là. Donc, je vais cueillir des orties, j'ai de la sauge dans mon jardin. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut cueillir, de la menthe. Enfin, il y a vraiment plein de plantes qui sont qu'on peut récolter, qu'on peut sécher simplement chez soi. Il n'y a pas besoin de matériel. Et puis après, on met selon ses goûts, selon ses peut-être ses symptômes, on fait ses propres tisanes. Elles sont garanties du coup bien bio. Et puis, c'est toujours sympa, je trouve, de faire un truc maison et à offrir, c'est encore plus chouette. Mais tu parles du jardin, est-ce que c'est tout à fait possible de récolter des plantes, tu parlais des orties ou de la menthe qu'on va trouver un peu sauvage, ou bien est-ce que c'est facile aussi à faire pousser en intérieur pour les gens qui sont en appartement par exemple? Alors moi, je vais dans la forêt, c'est plus simple. Enfin, il y a pas de route autour, donc c'est pas pollué. Donc, faut toujours faire attention quand on récolte tout ce qui est plantes, c'est ne pas s'approcher d'endroits qui peuvent être pollués. Après, on peut faire pousser ça dans son jardin, il n'y a aucun souci. Donc, la menthe, toutes les herbes aromatiques vont être sympas à planter. Bon, l'ortie, bon, ça a un peu moins d'intérêt parce qu'on en trouve vraiment plein dans la nature. Mais tout ce qui est basilic, menthe, verveine citronnelle, tout ça, c'est super bon. Ça a des bonnes odeurs. Et puis, ça fait vivre un petit peu son jardin, son balcon. C'est super sympa. Donc ça marche aussi sur le balcon ou à Oui, l'intérieur. tout à fait, ça marche. Sinon, encore un petit truc pendant l'été, oui, fin d'été, j'aime bien en fait récolter tout ce qui est pommes, quetch, enfin tout ce qu'on peut trouver comme fruits des vergers. Il y a plein de vergers qui sont accessibles. En tous les cas, moi j'habite à la campagne et c'est accessible, c'est facile en fait de trouver des fruits comme ça. Je les cueille, je les cuis, je les fais en compote. Je mets bien sûr pas de sucre. Et puis, ou alors je les dénoyote, je les congèle. Et comme ça, tout l'hiver, j'ai des fruits frais, des fruits qui sont bio, qui sont de bonne qualité, et puis que je peux réutiliser en clafoutis, en tarte, en cake, enfin ce que je veux, ou en fruits comme ça, simplement, fruits de bouche, on va dire. Et ça, c'est top, 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 quoi. Ça veut dire que tu as des quetchs toute l'année, c'est juste divin. Est-ce que ce que tu appliques là pour des fruits que je dirais, enfin, j'imagine et je vois un peu épais, est-ce que on peut aussi le faire pour des plus petits fruits, des framboises, des cerises, des choses Ouais, comme tout ça? à fait. Alors les cerises, faut penser à les dénoyauter ou Bien alors sûr. savoir que dans son clafoutis, il y aura des noyaux. Mais bien sûr, ça marche super bien. Les framboises, les myrtilles, tous les fruits là, ça marche vraiment super bien. Donc allez-y, Congelé. congelez, ça vous fera des fruits toute l'année. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, personnellement, j'utilise toujours une bouteille en inox. Alors, on le voit de plus en plus, hein, mais moi, j'utilise plus de bouteilles en plastique parce qu'on le sait, hein, le plastique, ça peut, avec la chaleur, transférer des particules de plastique dans l'eau. Donc, ça, c'est quand même pas terrible. Donc, moi, j'ai ma bouteille en inox que je remplis aussi souvent que j'en ai besoin et elle ne me quitte pas. Donc, que je fasse une activité sportive ou que j'aille simplement me balader, j'ai toujours ma bouteille avec moi et ça me permet d'avoir de l'eau fraîche, de l'eau bonne, plus ou moins bonne, hein. On va pas faire ici le débat sur l'eau, mais ça permet en tous les cas de ne pas utiliser de bouteilles en plastique. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à inculquer à mes ados et à mes jeunes qui Excellent, fonctionnent comme ça aussi maintenant. super. Et c'est vrai que c'est quand même une sacrée économie en termes de déchets et même pécuniaire. Mais je me rends compte qu'il y a aussi de la facilité et que très souvent, quand on va à un événement, quand on va rencontrer des gens, même dans des entreprises, il y a du travail encore à faire C'est pour clair, limiter ces petites bouteilles. Et c'est encore pire quand c'est des petites bouteilles, je trouve. c'est clair. Bah, le contact de l'eau et du plastique est encore plus Oui, rien que d'y prononcé. penser. Et surtout quand on voit le beau soleil qui tape dans la bouteille, là ça donne un petit peu des frissons. Mais dans la même veine, en fait, j'utilise aussi tout ce qui est, sans citer de marque, mais Tupperware, des contenants. En fait, j'utilise toujours des contenants en verre, ou le plus possible en tous les cas, parce que plastique et gras, ça fait mauvais ménage. Donc on essaye vraiment de prendre du verre un maximum. Pour emballer ses produits, enfin pour aller transporter son lunch par exemple pour le repas de midi. Oui, ou alors en inox aussi, il y a des Oui, boîtes. oui, ça marche aussi, oui, tout à fait. Exact.
Sinon, je me suis dans un autre domaine, en fait, je me suis mise à la couture et c'est vrai que je réalise des petites choses qui sont assez utiles au quotidien, type serviette de main, en fait, enfin serviette de table. On utilisait ça, je sais que chez mes parents, chez mes grands-parents, il y avait toujours ça. Et souvent, on voit les gens avec acheter, enfin prendre du sopalin, ou on va pas citer de marque encore une fois, Oui, ou mais des serviettes en des papier. serviettes en papier. Et c'est vrai que c'est énormément de déchets. Alors qu'une bonne serviette en tissu, bah, on s'essuie les mains, on la met au lave-linge, ça passe dans la machine ni vu ni connu et on a quelque chose de sympa. On peut utiliser des tissus assez chouettes en plus, c'est assez cool. Et bah, pour les enfants, il y a quand même beaucoup de déchets, surtout les petits quand ils savent pas bien manger, etc. On en met un petit peu partout. Et ça, c'est une super alternative. On peut faire également des mouchoirs en tissu. Moi, je fais aussi des pochettes. Des petites pochettes qui réceptionnent un petit peu tout, par exemple un sac pour mettre des chaussures quand on va randonner, pour mettre ses chaussures sales, sur sa pochette pour ses sous-vêtements quand on part en voyage. Enfin, il y a moyen vraiment de faire plein de choses en tissu qui sont réutilisables et donc d'éviter, ça évite d'acheter tout le temps. Donc ça, c'est très chouette de se remettre un petit peu à la couture et de fabriquer ces petits produits. Alors Camille, nous sommes toujours au diapason, tu le sais. Chez nous aussi, la serviette en tissu n'a jamais quitté mon rayonnage cuisine. Je suis bien Depuis que contente de j'ai l'entendre. quitté mes parents, tout le monde a toujours eu sa serviette en tissu qui effectivement se lave très facilement. J'ai aussi maintenant supprimé quasiment, alors un tout petit peu de temps en temps parce qu'on fait du vélo et que c'est sale, mais l'essuie-tout, on l'a remplacé simplement par des chutes de tissu qu'on utilise, qu'on met dans la machine, et puis une fois qu'elles sont vraiment trop C'est ça, ou des abîmées, microfibres, je ne sais voilà, pas. hop, ça part. Est-ce que tu as sur tes serviettes de table ton rond de serviette avec ton nom? Alors, il nous en reste, oui, mais là, on a fait mieux, chacun a sa couleur de serviette, c'est laquelle lui appartient, et du coup, on n'a plus besoin du rond. C'est collector, hein, les c'est ronds de serviette. collector, nous les avons encore, exactement. Ça reviendra, je suis sûre. Alors sinon, encore quelques petites choses pour ma part. Donc moi, j'achète alors plus beaucoup de vêtements, mais quand j'en achète, c'est quasiment toujours du seconde main. Donc avec des sites bien connus sur lesquels on peut acheter des chouettes habits en seconde main. Et puis sinon, je recouds aussi parce que une chaussette trouée ou je sais pas, un petit trou dans un vêtement, ça ne se jette pas forcément automatiquement. Donc je peux recoudre ce genre de choses et ça permet de redonner une petite vie à l'habit sans toujours jeter et passer à la suite. Je confirme, Camille, que tu as déjà sauvé plusieurs de mes vêtements. Tu es très douée. Je redonne une seconde vie à tes habits. Exactement. Sinon, après, tout ce qui est protection périodique, bon, ça, c'est un peu à la mode, mais personnellement, voilà, j'utilise plus de serviettes de tampons, tampons des choses qui se jettent. Donc, il y a les cups, il y a les protège-slips en tissu, il y a aussi les culottes de règles. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont faites de nos jours pour éviter ces déchets quand même inutiles. Et puis ensuite, dernière petite chose que je fais au quotidien, c'est de faire mes petits produits beauté, entre guillemets. Donc, je fais par exemple mon déodorant, ma lessive, mes produits pour nettoyer au quotidien, mon pchit-pchit. Et puis, pour nettoyer les sols, enfin voilà, c'est rien de plus simple. Il faut des produits de base, du savon noir, du vinaigre, éventuellement du percarbonate de soude. Et puis, on y ajoute une petite huile essentielle qui nous fait plaisir aux narines. Et puis, le tour est joué. Voilà, et donc c'était un petit peu le tour d'horizon de ce que je faisais au quotidien. Mais je m'intéresse maintenant sur tes pratiques, Anne-Claire, parce que je sais que tu as une grande âme d'écolo. Et donc, raconte-nous tout. Alors, grande âme, c'est peut-être beaucoup dire, mais comme toi, beaucoup de choses que j'essaye d'implémenter au quotidien. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer concernant les protections hygiéniques. Je viens de découvrir, moi qui fais beaucoup de vélo, que ont été lancées récemment des bibs, donc les protections vélo mensuelles. Donc, excellent. C'est chouette parce que ça veut dire qu'on peut aller faire du vélo maintenant avec une vraie protection sans devoir se faire mal et puis sans jeter également. Donc je vous en dirai plus quand je les aurai testés. Bah dis donc, il y a encore plein de nouveautés qui paraissent, c'est super, c'est encourageant. Et puis par rapport à ce que toi tu as décrit, je dirais que dans ma démarche, évidemment il y a beaucoup de choses que je fais, mais pas autant que toi en termes de cuisine par exemple. En revanche,
c'est plutôt en amont que moi je fais attention et j'essaie, et crois-moi c'est un véritable challenge, de limiter au maximum les emballages. On est une grande famille, alors je fais mes courses en partie dans la coopérative de consommateurs dont je fais partie qui s'appelle OUNI, dans laquelle on trouve des produits bio, locaux et sans emballage. Mais dès que l'on quitte un peu ce type d'environnement et d'univers spécifique, c'est quand même très compliqué, ne serait-ce que d'aller acheter son pain sans sachet. C'est clair. C'est pour ça que je fais des emballages en tissu, des poches à pain. Des poches à pain. Alors, c'est ça. Le truc, c'est aujourd'hui, il faut y penser. C'est-à-dire avoir le réflexe d'avoir dans son sac, parce que on ne se dit pas toujours le matin quand je passe à la boulangerie. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, c'est inconcevable qu'un boulanger vous donne une baguette, par exemple, à la main, quoi. À la main. Or, quand j'étais petite, ça se passait quand même comme ça. D'autant plus avec le Covid où les choses à la main, ça complique. Oui, on l'a constaté depuis 2 ans avec la pandémie. On a fait un grand pas en arrière en ce qui concerne la production de déchets. C'est malheureux à dire, mais j'espère que nous allons repartir dans le bon sens. Et on parlait du pain, mais je me notais aussi le thé, par exemple. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'aller dans une grande surface ou moyenne surface et d'avoir, même chez les vendeurs de thé, sauf chez les frères Mariage à Paris, j'ai rarement vu des endroits où on pouvait vous délivrer le thé qui vient directement d'une grande jarre et dans laquelle vous pourriez extraire juste ce dont vous avez besoin pour mettre dans votre propre boîte à thé qui est souvent en fer. Donc ça, c'est dommage. Alors, je cite les frères Mariage, mais en même temps, ils remettent aussi dans des sachets avant de vous les vendre. Donc c'est pas génial, mais c'est juste pour dire que c'est possible de les vendre déjà dans des grands... Quand le thé est en vrac, naturellement. Alors le sachet, ça a un intérêt quand on va se promener, quand on est en vacances ou quoi. À utiliser au quotidien, c'est quand même assez dommage. Et surtout qu'il faut savoir que les sachets en thé, le thé en sachet, souvent c'est de la qualité assez médiocre. Enfin, quand on est amateur de thé, clairement, le thé en vrac, il n'y a que ça de vrai. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Dans les sachets en thé, c'est souvent, on dit, de la poussière de thé plus que du vrai thé. J'ai pris l'habitude aussi d'avoir une éco-box. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative, l'éco-box, qui avait été lancée il y a quelques années par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. On peut avoir donc sa boîte qui est fabriquée dans un matériau qui est d'abord dégradable, qui est utilisé à partir de plastique des bouteilles de boissons. Qui peut aller au four, je crois, en tout cas supporter vraiment une grande chaleur, et à l'inverse, servir à la congélation. Alors c'est une boîte que vous achetez, que vous allez dans un restaurant par exemple, vous la vendez, il y a une sorte de consigne, on peut la ramener, auquel cas on récupère la consigne, ou bien on la garde et puis on peut s'en servir à chaque fois qu'on veut aller, par exemple, se faire livrer plutôt que d'avoir un sachet, une boîte en plastique. Bon, alors on va être honnête, je trouve que encore bien peu, parce que c'est valable aussi pour les entreprises, c'est valable pour les cantines. Il y en a encore très peu qui appliquent ça, ce qui est dommage. Et on peut aller sur le site qui est dédié à ce produit, à ecobox.lu. Mais là, on va se rendre compte de quoi ? Que le dernier article date de 2020, ce qui veut dire que c'est un petit peu dommage, mais... Belle initiative, mais voilà, il manque d'un petit suivi, quoi. Ça manque il y a un petit relâchement dans cette sensibilisation. Ça part déjà d'une bonne idée. Exactement. Mais il faudrait être plus persévérant pour ce genre d'initiative. On peut aussi aller sur le site antigaspi.lu qui donne plein d'idées sur différents thèmes. Ça va de l'électricité à ce que tu nous as proposé, à tout un tas d'autres sujets, des gestes, ou bien des liens faits vers d'autres associations qui encouragent à être attentif à ce qu'on fait, ce qu'on consomme et la manière dont on consomme. Oui, comme on le disait tout à l'heure, chaque petite initiative sera de toute façon bénéfique. Donc, c'est certain. Allons-y. Alors, évidemment, je l'ai évoqué au tout début, là, je parlais de cyclisme. C'est mon moyen de transport favori à Luxembourg, puisqu'en plus j'ai la chance d'être en ville. Ceci étant dit, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi la ville n'a
pas mis l'accent sur des pistes cyclables sécurisées et vraiment pratiques lors de la construction du tram, par exemple. Parce qu'on continue à partager notre espace avec les piétons, ce qui est aussi dangereux pour eux que pour nous, et qu'on n'a pas de voies qui sont vraiment aménagées, et celles qui l'ont été, je crains qu'elles ne l'aient été par des gens qui ne pédalent pas tous les jours, et encore moins, alors c'est pas mon cas, mais j'en vois et j'en croise quand même souvent, avec des vélos qui ont des charrettes là pour les enfants ou qui sont un petit peu plus complexes. Parce que quand il faut monter et descendre sans cesse d'un trottoir, quand il faut slalomer entre des poteaux, quand il faut prendre une rue en sens interdit pour les voitures mais pas pour nous, c'est quand même très risqué et du coup ça met un frein. Il faudrait envisager de consacrer, si ma mémoire est bonne, 30% de la voirie au vélo ou autre, ça peut être aussi les trottinettes ou les gens qui ont un moyen de transport comme ça. Les rollers, les cycles. Voilà, ouais. Pour que ce soit vraiment praticable de manière, je dirais, fluide et encore une fois sécurisée. Ouais. C'est ce qu'on trouve en Allemagne, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a aussi en Hollande, plus on monte dans le nord de l'Europe, plus j'ai l'impression que c'est pas mal développé ce genre de voies exclusivement réservées aux cyclistes. Oui, ce qui est dommage, c'est que je sais qu'au ministère, il y a des gens qui réfléchissent à tout ça et que c'est... Aujourd'hui, on a quand même, et on avait les moyens notamment au moment de la construction du tram, de se dire, de prévoir ça. Et il y a des endroits en ville où je mets au défi n'importe qui de ne pas se mettre en danger pour passer d'une voie cyclable à la route normale et pour nous faire passer sur des tout petits bouts de trottoirs qu'il nous faut redescendre immédiatement. Et ça va encore quand vous avez un vélo qui n'est pas un vélo de route, par exemple comme celui que j'utilise le week-end, que je fais de la course, que je fais sur un vélo de course, c'est impraticable avec un vélo comme celui-ci. Alors un petit conseil, n'oubliez pas vos casques. Ça, c'est effectivement en ville, je pense que c'est un essentiel. Un essentiel. Mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Moi, j'ai un message à destination de nos auditeurs, mais pas uniquement, à tous les gens qui sont politiciens, engagés. Certes, on peut, et c'est ce que nous venons de dire, en tant que citoyens, être des consommateurs. Nous pouvons faire des efforts. Oui, on a le pouvoir d'acheter ou non quelque chose, d'encourager ou non, par exemple, le suremballage en fonction de ce qu'on va décider de consommer. Mais, parce qu'il y a pour moi un mais, il faut quand même rappeler que les industriels, les collectivités, les pouvoirs publics ont aussi et surtout leur part à jouer. Parce que vouloir toujours plier sous les lobbies qui mènent la danse, notamment au sein du Parlement européen, c'est bien gentil, parce qu'on a peur de perdre des sous ou des avantages. Mais en réalité, nous, on n'est finalement que le dernier maillon de la chaîne. On est souvent contraint parce que des gens ailleurs, autrement placés, vont céder. À mener cette réflexion un peu plus loin, je vous invite à aller voir le film de Cyril Dion, le dernier qui est sorti cette année, qui s'appelle Animal. Et Cyril Dion témoigne en disant, je le cite, « On a été au Parlement européen, on a compris comment gagner des victoires sur le plan de la loi, mais on a aussi compris que cela n'était pas aisément reproductible. » Donc pour lui, ce qui est important, c'est vraiment d'imaginer le monde autrement qu'en plaçant la croissance en priorité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et de réaliser que si on disparaît, le vivant continuera sans nous, mais que l'inverse n'est pas vrai. Sans vivant autour de nous, nous sommes condamnés. Et constater que les enfants d'aujourd'hui, bien souvent, connaissent plus de noms de marques que de noms d'oiseaux, mais ça a beaucoup choqué Cyril Dion, et il n'est pas tout seul. Mais je trouvais que c'était intéressant à vous partager. Donc cette idée de faire comprendre vraiment les liens d'interdépendance qu'on entretient, nous, humains, avec le reste du vivant, c'est essentiel parce que qu'on nie ou pas cette interdépendance et la manière dont on en est arrivé là, la seule manière de faire marche arrière ou en tout cas de ralentir le processus, c'est vraiment de l'aimer, de le protéger et de s'en occuper de la meilleure manière qu'on peut. Et quand toi, on t'entend parler de la manière dont tu bonifies finalement ce qu'on considère comme des déchets, on est dans cette relation avec le vivant qui est vraiment intéressante et qui est pleine de créativité, de curiosité. Exact. C'est génial de faire son pesto à base de déchets, entre guillemets. En plus, c'est délicieux, tu surprends tout le monde.
Enfin, moi, je trouve ça juste génial de pouvoir un petit peu mettre la main à la pâte. Et c'est, encore une fois, on le redira, mais c'est sa petite part, sa petite goutte d'eau. J'aime bien vraiment cette expression du colibri, de se dire que nous aussi, on peut être acteur. Et même si on a l'impression que c'est rien du tout, mais si tout le monde fait des rien du tout, des petits rien du tout, ben, ça va faire des grands tout. Donc, on vous invite vivement à essayer peut-être nos petits engagements pour une plus belle planète. Et n'hésitez pas à commenter sous ce podcast vos propres initiatives, nous partager tout ce que vous pouvez faire, ça donnera des idées aux autres et on vous en remercie. Et nous nous ferons le plaisir évidemment de les relayer dans un prochain podcast ou dans nos posts. N'hésitez pas, nous serons tous plus forts avec les idées les uns des autres. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt.